Normalement, il devait y avoir, une unité d'hémodialyse à Albert Royer, normalement, au service de réanimation. Unité, ça veut dire une machine, quoi, une machine pour faire de la dialyse. Parce que ce n'est pas compliqué, même à distance, on peut prescrire une dialyse, même à distance. Le néphrologue prescrit, tu dois mettre combien pour lésions, la quantité, Ouais. et puis tu places parce qu'il faut un cathéter sur une voie centrale, et puis tu branches à la machine. Donc, si un infirmier bien formé peut facilement placer, peut faire en tout cas l'hémodialyse. Parce qu'à Dantec, par exemple, c'est des techniciens en hémodialyse qui font la technique. C'est pas les médecins prescrivent. C'est comme si vous, quand vous prescrivez un ballon standard, vous dites G5, sodium tant, potassium tant, calcium, etc. Et puis l'infirmier, elle prépare et elle place. C'est la même chose que la dialyse également. Le médecin prescrit et l'infirmier place. Voilà. Donc, si on forme un technicien, un infirmier, si le matériel est là, donc on doit pouvoir faire de la dialyse aussi bien péritonéale que l'hémodialyse ici en réanimation. Parce que dans tous les services de réa modernes, il y a au moins 3 ou 4 machines de dialyse. Puisque c'est des malades de réa en général. C'est des malades qui sont choqués, déshydratés, qui sont vraiment dans une situation grave. Il faut une insuffisance rénale, hypercalémie. Donc, on les dialyse, quoi. Donc, il faut vraiment gagner du temps. Dès que ça dépasse 7, tu commences le traitement médicamenteux et tu appelles le néphro pour planifier ta dialyse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yacine, oui, Yacine. Merci, professeur, pour la parole. Merci, Baroka, pour la présentation. Effectivement, la plupart de mes questions ont été prises en compte. Moi, ce que je voulais apporter comme suggestion, c'est que la partie où il parlait des dilutions, il l'a fait en voix par voie orale, genre il ne l'a pas mis sur la diapositive, c'est important, parce que vu l'importance de la prise en charge des hypercalémies et des hypocalémies, moi je pensais qu'il fallait le mettre, au moins comme Isabelle l'a fait tout à l'heure, faire un diapositive et de mettre les dilutions au niveau du document. Parce que cette partie-là, on était un peu déconnecté. Maintenant, par rapport aux hypercalémies, professeur, c'est une question. Parce qu'effectivement, dans le service où on est, on avait un malade qui avait un choc septique avec défaillance multilatérale. On avait une hypercalémie qui était très sévère. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas de signe électrique. Je ne sais pas si c'est possible, mais c'est une hypercalémie vers les 7 et plus. Et on avait commencé le protocole. Mais si on met le protocole jusqu'à l'insuline glucose, mais on est resté presque 48 heures à faire le traitement avec insuline glucose, mais le patient faisait soit des hyperglycémies, si on diminuait trop et qu'on mettait les solutés, soit des hypoglycémies. Donc dans ces cas-là, on ne sait plus comment réagir avec ces genres de patients-là. Alors, hypercalémie électrique, normalement, quand le patient, parce que la calémie n'est pas 7, le plus souvent tu as des signes. Maintenant, après, il peut y avoir un problème d'expérience ou bien un problème de placement des électrodes ou bien un problème de moniteur. Mais normalement, si la calémie dépasse 7, les signes électriques apparaissent. C'est à partir de 7 que nous avons les signes électriques. Entre 6 et 7, le plus souvent, on n'a pas. Mais 7, on a des signes évidents d'hypercalémie, des signes électriques. Voilà, maintenant, il y a d'autres facteurs qui expliquent peut-être que ces signes n'apparaissent pas, si les électrodes ne sont pas bien placés, si le moniteur a des... Parce qu'il y a des réglages aussi. Il y a des réglages de l'amplitude et du tracé. Si ces réglages ne sont pas respectés, peut-être qu'il y aura des problèmes après pour l'amplitude, mais également pour identifier les signes électriques. Mais après 7, toujours il y a des signes électriques. Maintenant, pour le traitement, c'est vrai quand, si vous commencez par les mesures les moins invasives, il y a moins de risques d'effets indésirables, de calcium, de salbutamol, furosémide, si l'enfant n'est pas déshydraté, caïxalate, par voie orale ou rectale.
Alors, normalement, avec ça, si c'est bien conduit, la calémie, en fait, normalement, doit baisser. Donc, maintenant, si malgré tout cela, elle ne descend pas, effectivement, il faut envisager l'insuline glucose. Alors, le problème de l'insuline glucose, c'est ça. C'est-à-dire, vous apportez de l'insuline à un malade qui n'a pas une hyperglycémie, donc il faut surveiller la glycémie et il faut apporter du glucose, donc il faut diluer dans du G10 pour que le risque d'hypoglycémie soit compensé par la perfusion de G10%. Alors, si ce n'est pas le cas, c'est sûr que l'hypoglycémie va survenir, ça c'est évident. Alors, si malgré tout cela, l'enfant fait une hypoglycémie, bon, il faut revoir un peu la dose d'insuline que vous administrez. Soit elle est trop élevée, c'est 0,1 unité kilo-heure, ou bien la quantité de G10 que vous utilisez n'est pas suffisante. C'est les deux là. Mais si vous utilisez bien le protocole 0,1 unité dans du G10%, il n'y a pas de risque d'hypoglycémie. Voilà. Si malgré tout cela, le risque est là, etc., si vous êtes bloqué, moi je pense qu'il faut arrêter. Et puis, programmer une hémodialyse. Voilà, il faut arrêter et faire une hémodialyse. Parce que si l'insuline glucose ne permet pas de baisser la calémie, ça c'est un. De deux, si ça fait courir au risque d'hypoglycémie, bon, je pense qu'il ne faut pas s'acharner. Il faut arrêter et dialyser les malades rapidement. Voilà. Mais si les conditions sont respectées, la dilution, la posologie, il n'y a pas de risque d'hypoglycémie. Maintenant, comme tu as dit, pour la dilution, c'est important. Parce que quand vous faites des cours comme ça, il faut être pratique. Si vous arrivez à la partie traitement, vraiment, il faut être pratique. Tout ce que vous dites, si c'est possible, il faut l'illustrer. Vous parlez de dilution, règle de 3, c'est trop abstrait dans notre tête là. Donc, vous mettez une figure et vous montrez. Voilà, là, j'ai 100, il faut 60 mecs par litre, voie périphérique, 80 mecs par litre, voie centrale. Et vous donnez un exemple, prenez une diapo, vous expliquez. 60 mecs par litre, ça veut dire que dans chaque 1000 millilitres ou 1 litre, il faut 60 mecs. Donc, c'est la concentration de 60 mecs par litre, c'est ça. C'est-à-dire que vous ne devez pas dépasser 60 mecs de potassium dans 1 litre. C'est ça. Ou bien 80 dans 1 litre si c'est une voie centrale, ou bien si vous avez une bonne voie périphérique, par exemple, au niveau brachial, etc. Et vous dites maintenant, puisque la concentration autorisée, c'est 60 mecs par litre, donc moi, mon patient, je dois lui donner tant, il me faut combien pour respecter cette concentration-là. Donc, ça permet d'avoir la quantité, le volume de liquide à utiliser. Et vous faites votre dilution, vous faites votre perfusion ensuite. Maintenant, là, attention, là, il y a un problème. Parce que si, par exemple, c'est un enfant malnutri, les enfants malnutris, normalement, on ne doit pas les perfuser s'ils sont malnutris et qui sévèrent. Sauf s'ils sont choqués. Donc, pour ces enfants-là, chez qui l'hypocalémie est très fréquente, et parfois même sévère, symptomatique, qui nécessite donc un bolus, là, on est obligé de les perfuser parce qu'il faut administrer le potassium. Alors, pour ces enfants-là, si vous avez une quantité assez importante par rapport au poids ou à l'âge de l'enfant, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de diluer un peu le volume. Par exemple, si vous devez diluer la quantité de potassium à compenser sur, par exemple, 150 ou 200 ml sur 1 heure, vous voyez, c'est beaucoup. 200 ou 150 ou 200 ml perfusés en malnutrition sur 1 heure, il y a quand même un risque. Il y a un risque d'hypervolémie, il y a un risque de surcharge. Dans ce cas-là, vous pouvez diminuer. Au lieu de 150, vous mettez 100, ou bien au lieu de 200, vous mettez 100 ou 150. Mais quand vous diminuez, la concentration augmente. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de diminuer et de prolonger un peu le délai. Parce qu'on a dit qu'il faut corriger sur 1 heure. Donc, si vous diminuez, vous augmentez la concentration de façon indirecte. Dans ce cas-là, au lieu de faire sur 1 heure, par exemple, vous faites sur 1h30 ou sur 2 heures. Comme ça, là, il y a moins de risques d'hypercalémie brutale et d'arrêt cardiaque.